This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krát. Attention. Radio Prague Internationale. 90 ans sur les ondes. Praha, an old Czechoslovak station, calling the United States of America, Professor Albert Einstein of Princeton University. Already in America? Nous sommes la veille de Noël 1937. La station à ondes courtes de Radio Journal, ancêtre de l'actuelle Radio Prague Internationale, émet déjà depuis près d'1 an et demi. Deux figures illustres prennent place devant les micros de la station. L'écrivain Karel Čapek et l'inventeur František Křižík pour un appel qui se veut historique. Le premier souhaite en effet adresser ses salutations au poète indien Rabindranath Tagore, tandis que le second entend s'adresser au physicien allemand Albert Einstein, alors installé aux États-Unis. Professeur Einstein, je suis vraiment heureux de pouvoir aujourd'hui, au nom de la science et de la technique tchécoslovaque, vous adresser directement mes salutations à vous, représentants de la science moderne. Au cours de mes 90 années de vie et après 70 années d'activité dans l'industrie électrotechnique, j'ai été témoin de l'immense développement de la science et de l'industrie. Cela m'autorise à croire au progrès futur et à un avenir heureux pour l'humanité. L'humanité finira par comprendre qu'elle se doit un respect et un amour mutuel. Telle est ma conviction profonde, la compréhension, la paix et la bonne volonté entre les hommes. Malheureusement pour František Křižík, l'appel lancé à son confrère outre-Atlantique ne se déroule pas comme prévu. De l'autre côté de l'océan, on entend bien l'appel et l'on tente d'y répondre, mais la voix est brouillée. De gigantesques et inhabituelles tempêtes sévissent au-dessus de l'océan. La voix venue d'Amérique est trop faible pour être intelligible. Le professeur Einstein répondra finalement au salut radiophonique par un télégramme, tout comme le poète indien Rabindranath Tagore, auquel Karel Čapek comptait lui s'adresser sur les ondes. Il s'agit d'ailleurs du seul enregistrement connu de la voix de l'écrivain tchécoslovaque. Je vous entends, Tagore, voix harmonieuse de l'Orient. Nous vous saluons à Shantiniketan depuis la Tchécoslovaquie. En ce moment, la neige tombe sur l'Europe, cette Europe qui nous attriste. Et pour cause, les nations les plus avancées ne parviennent pas à se donner la main comme des frères. Les émissions internationales n'ont pas toujours été uniquement un vecteur d'idées politiques et plus tard de propagande communiste. Dès le début, elles contribuent également à faire connaître la science et la culture tchèque à l'étranger. De grandes personnalités de la vie scientifique et culturelle se succèdent ainsi au micro. Karel Čapek, déjà évoqué, intervient à nouveau dans les émissions internationales en septembre 1938, quelques jours seulement donc avant les accords de Munich. Ses salutations s'adressent cette fois aux compatriotes tchécoslovaques vivant aux États-Unis, mais Čapek ne lit pas lui-même ses textes, c'est le speaker Ivan Jelínek qui prête sa voix à l'écrivain. Není to jenom boj o naši půdu, je to také boj o naši duši. Ce n'est pas seulement un combat pour notre terre, c'est aussi un combat pour notre âme, pour l'âme de chacun d'entre nous. Préservez votre âme en ces terribles jours d'épreuve, ne laissez rien l'ébranler, ne renoncez pas à votre foi, n'abandonnez pas votre espérance, les positions morales ne doivent jamais être abandonnées, quoi qu'il arrive. Notre foi nationale, la foi de Hus et de Comenius, la foi de nos éveilleurs nationaux, la foi de Masaryk, c'est la foi en la justice et en l'amour de Dieu. Ne croyez pas au mal, même s'il semble remporter temporairement des succès. Nous vivrons assez longtemps, croyez-moi, pour voir s'effondrer pour toujours la Babylone du mensonge et de la violence. La roue de l'histoire ne peut être arrêtée. L'humanité tout entière ne deviendra ni plus brutale ni plus stupide. Le monde ne sera pas gouverné par l'incompréhension et la mauvaise volonté. Ce combat sera remporté, que ce soit aujourd'hui ou dans 1 an,
Et notre position est et restera toujours claire et ferme, car nous préserverons notre âme, même si le monde devait s'effondrer. Neboť svou duši si uhájíme, i kdyby se svět zbořil. Karel Čapek refera indirectement son apparition sur les ondes des émissions internationales qu'après la guerre en 1962. Cette fois, c'est son épouse, Olga Šajnflugova, qui prend la parole pour évoquer la figure de l'écrivain. C'était un écrivain extrêmement consciencieux. Il savait que l'imagination et l'inspiration ne suffisaient pas et que pour tout le reste, il fallait travailler. Il écrivait avec une plume ordinaire qu'il trempait dans un encrier. Son écriture était lisible, bien qu'elle fût très petite et qu'il raya énormément de passages. Il était l'un des rares écrivains à écrire directement au propre, mais il modifiait, complétait et condensait énormément. Pour lui, les mots et les phrases étaient aussi précis que des vers, il en modifiait le rythme. Il lui fallait longtemps avant de se décider à écrire un roman, parfois plus d'1 an pour un sujet donné. Il le mûrissait sans cesse dans son esprit et ce n'est qu'ensuite qu'il se mettait au travail. Commençaient alors des mois épuisants de concentration et de dur labeur. Il écrivait dans une pièce fermée où, malgré sa bienveillance, aucun de nous ne se risquait à entrer. Il descendait déjeuner à peine 20 minutes, écrivait jusque tard dans la nuit, presque sans interruption, mois après mois, lentement et minutieusement, car il détestait le plus grand ennemi de l'art, la précipitation. Dans les émissions internationales, le sport a lui aussi sa place. En 1938, par exemple, Radio Prague évoque les balbutiements du hockey en Tchécoslovaquie. Un joueur plus âgé m'a raconté que lorsqu'il a participé pour la première fois au championnat du monde, il ne savait même pas quels équipements de protection utiliser. Il a donc attendu de voir ce que les autres joueurs allaient mettre. Plus tard, des patinoires artificielles ont commencé à être construites dans tous les pays voisins et plusieurs entraîneurs canadiens sont arrivés sur le vieux continent. Ils nous ont montré que, malgré nos joueurs talentueux, nous ne pouvions pas rivaliser avec eux. La meilleure preuve en a été donnée lors des Jeux Olympiques d'Anvers et de Chamonix, où notre équipe nationale a perdu face aux Canadiens avec un écart de 30 buts. Cependant, en 1927, un groupe de jeunes joueurs a finalement fondé une section de hockey sur glace au sein du club de tennis LTC Prague. Et en 1933, une patinoire couverte a été construite à Prague et le championnat du monde a pu y être organisé avec succès. Pour la première fois dans l'histoire, le titre de champion du monde n'a pas été remporté par le Canada, mais par les États-Unis. Et la Tchécoslovaquie, quant à elle, est devenue championne d'Europe. Ces enregistrements, conservés dans les archives des émissions internationales, ont été réalisés quelque temps avant le championnat du monde de hockey qui s'est déroulé en Tchécoslovaquie en février 1938. Le Canada y décroche la première place devant le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie. Cette dernière s'impose face à l'Allemagne dans le match pour la médaille de bronze. Les joueurs allemands étaient alors entrés sur la glace vêtus de maillots ornés de croix gammées. Quelques mois plus tard, c'est sous ce même symbole que les troupes nazies envahiront Prague. Sous l'occupation nazie, les émissions internationales se poursuivent temporairement, mais dans un format réduit. Elles ne s'adressent plus au monde entier, mais uniquement aux compatriotes tchécoslovaques vivant aux États-Unis. C'est dans ces circonstances qu'au printemps 1939, le journaliste radio František Kocourek prend la parole sur les ondes pour évoquer, peu après la création du protectorat de Bohême-Moravie, ce qui est, à ses yeux, le plus important pour la nation tchèque. Je ne sais pas ce que vous pensiez de nous là-bas, outre-Atlantique, ni quelle impression ont produite sur vous les nouvelles que vous découvriez sur votre ancienne patrie à la une de vos journaux préférés. C'est précisément pour cette raison que j'aimerais vous dire que nous avons vécu tout cela comme la guerre la plus étrange et la plus invraisemblable qui soit. Une guerre d'abord remplie d'une volonté passionnée de faire des sacrifices pour la paix, des sacrifices suprêmes pour une cause qui nous dépasse, une guerre sans coup de feu ni armes, une guerre dont l'objectif s'est progressivement déplacé de la défense de l'ancienne frontière historique vers la défense de la frontière fixée par la conférence de Munich en septembre 1938, puis finalement vers un nouvel objectif, le perfectionnement, la création et la préservation d'un être humain tchèque sain.
vytvoření a uchování zdravého českého člověka. Après ces propos tenus sur les ondes, František Kocourek se voit rapidement interdire toute intervention à la radio. Arrêté en juin 1941, il est déporté au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau où il trouve la mort. Le poète Konstantin Bibel est l'un des derniers à prendre la parole sur les ondes des émissions internationales sous l'occupation nazie. En mars 1944, il y évoque son enfance et son amour pour l'art. Mon père était médecin à Slavietine, près de Louny. Pendant ses moments libres, il écrivait ou il peignait. Il lui arrivait aussi d'apprendre à parler à ces oiseaux exotiques qu'il achetait de temps à autre à Hambourg. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'était mon père avant tout. Était-il médecin, lui qui, nuit après nuit, pataugeait dans la boue de son district avec ses grandes bottes, ou bien était-il peintre, sous la main duquel naissaient les sourires de femmes blondes, dont il couvrait les couloirs sombres de notre maison vieille de 6 siècles, ou bien était-il un rêveur qui aimait tant son singe roux de Java, triste et apprivoisé? Le poète Konstantin Bibel conclut son intervention par des extraits de ses poèmes à l'intention des auditeurs aux États-Unis. Peu après, les nazis mettent fin aux émissions internationales. Dans le grondement des vagues, ils ont leur foyer, seulement les lointains marins, lorsque dans leurs flancs se déverse une harmonie chromatique. Après la guerre, Radio Prague s'érige en une puissante voix du socialisme dans le monde. La station accueille ainsi régulièrement des personnalités qui contribuent à façonner cette image et à porter son discours. Qu'il s'agisse du cosmonaute Yuri Gagarin, du révolutionnaire latino-américain Che Guevara ou encore de représentants de premier plan du mouvement ouvrier international de l'époque, comme Luis Corvalán, dirigeant des communistes chiliens, ou Álvaro Cunhal, président du Parti communiste portugais. Tous se succèdent au micro des émissions internationales. En mai 1960, lors de l'une de ses nombreuses visites en Tchécoslovaquie, le célèbre caricaturiste français, membre du PCF et président de longue date de l'association France-Tchécoslovaquie, Jean Eiffel, est invité sur les ondes des émissions internationales. Alors qu'il vient célébrer le 1er mai et le 15e anniversaire de la libération d'une partie du pays par l'armée rouge, les journalistes de Radio Prague lui demandent quelles sont ses impressions sur la construction du socialisme en Tchécoslovaquie. Eh bien, vraiment, toutes les fois qu'on revient dans un pays en pleine évolution comme le vôtre, on trouve des changements, surtout quand on ne vient pas très souvent, enfin quand on vient tous les ans ou tous les 2 ans, on voit des changements très notables. Quelquefois, c'est dans le vêtement qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus... les tissus de meilleure qualité. Quelquefois, c'est encore dans les magasins d'alimentation qui sont de plus en plus fournis. Et puis, on est aussi très content de retrouver ce qui ne change pas, c'est-à-dire les vieilles pierres de Prague qui sont tellement admirables. On est bien content de les trouver comme on les a quittées. On voit pousser autour de Prague et dans grande harmonie d'ailleurs avec le paysage. On voit des chantiers dans tous les coins qui sont probablement pour des habitations ou de nouvelles usines. 2 ans plus tard, en 1962, l'écrivain français et communiste convaincu Louis Aragon se trouve lui aussi en Tchécoslovaquie, en compagnie de son épouse Elsa Triolet. Radio Prague se porte alors à sa rencontre. Non, nous sommes venus ici parce que nous avons été invités par l'université Charles, qui doit me recevoir au commencement du mois de septembre, et qui a eu la bonne idée et la grande attention amicale de nous permettre de passer à Franciscoville Lázně une cure pour notre santé à l'un comme à l'autre. Nous sommes donc venus ici, non point en vacances, mais pour le repos. Or, ni l'un ni l'autre, nous ne savons nous reposer sans travailler. Le repos sans travail, c'est un pire travail.
Et nous arrivons ici tous les deux dans des conditions un peu différentes, mais cependant, l'un comme l'autre, nous venons de terminer un livre. Elsa a terminé son roman Les Manigances qui est déjà paru à Paris. Et moi, j'ai achevé cette histoire parallèle de l'Union soviétique et des États-Unis, dont je n'ai écrit que la partie qui concerne l'Union soviétique, l'autre partie étant écrite par André Mauroy de l'Académie française et qui paraîtra au mois de novembre seulement. Mais je ne me repose pas sur ces lauriers relatifs. Et j'écris en ce moment-ci, et d'ailleurs depuis 2 ans en réalité, un très long poème qui s'appelle Le Fou d'Elsa. C'est à ce poème même que j'ai travaillé ici, en Tchécoslovaquie. Depuis sa création dans les années 1930, Radio Prague mise sur la diversité linguistique pour toucher le public le plus large possible. Aux grandes langues internationales comme l'anglais, l'espagnol ou le français s'ajoutent au fil des années des langues plus rarement utilisées sur les ondes comme le suédois, le sorabe et même l'espéranto. Radio Prague diffuse d'ailleurs en espéranto dès l'entre-deux-guerres, à une époque où cette langue artificielle connaît une véritable popularité. Les émissions en espéranto sont principalement produites à Brno, où réside l'acteur Karel Höger, l'un des fervents défenseurs de cette langue. Il n'est donc guère surprenant que, lorsqu'un enregistrement de Rusalka de Dvořák est réalisé en espéranto à la fin des années 40, ce soit précisément lui qui prête sa voix au texte de présentation. Pour information, Rusalka se dit Najado en espéranto. Hodiaŭ ni eniras en la mondon de la fabeloj. Feoj kaj feinoj. Karel Höger ne s'exprime cependant pas uniquement en espéranto sur les ondes de Radio Prague. En 1960, par exemple, dans une émission destinée aux compatriotes vivant à l'étranger, il évoque les paysages de son enfance et notamment ceux du quartier de Královo Pole à Brno où il a grandi. Já myslím, že dalece nebudu sám, když řeknu, že můj nejmilejší kraj je ten, kde jsem se narodil. Je pense que je serais loin d'être le seul à dire que le pays qui m'est le plus cher est celui où je suis né. Dans mon cas, la région de Brno, le quartier de Královo Pole, il y a 50 ans, une banlieue située aux portes de la nature. À cette époque, aller dans la forêt n'était pas une excursion, vraiment pas. Et cette nature, avec les forêts d'Ostrovačice, où naît Helenka, le personnage de Vilém Mrštík, et où elle vit avec Risha, dans le conte du mois de mai, les forêts où court la renarde Bystrouška de Rudolf Těsnohlídek, que Janáček a ensuite mise en musique. Bystrc, Bílovice, Adamov, tout un pays qui, à l'époque, était encore intact et plein de magie. Un an plus tard, en janvier 1963, les émissions internationales reçoivent à nouveau le natif de Brno et diffusent une réflexion intitulée « L'hommage de l'acteur » dans laquelle Karel Höger rend hommage à son métier ainsi qu'au Théâtre national lui-même. No, od té doby jsme se zžili, moje milované. Nous nous sommes apprivoisés depuis, mon bien-aimé. Mais ce respect et cette petite pointe de timidité sont malgré tout restés en moi, même si j'entre désormais sans crainte dans l'espace étoilé de ta scène. Tu m'as attaché à toi par un lien d'acier fait d'amour et de gratitude. J'aime en toi chaque petite chose, tout comme on aime les traits d'un visage maternel, ancien mais chéri. Accepte, je t'en prie, les paroles de cet acteur qui, à cette heure du soir encore silencieuse, veut te dire ce que tu as été pour lui, ce que tu es et ce que tu seras jusqu'au moment où, pour la dernière fois, le rideau se lèvera sur ton travail. Merci, mon bien-aimé. Díky, milované. Après-guerre, d'autres grandes figures de la création artistique tchèque prennent également place devant le micro de Radio Prague. En 1960, c'est notamment le cas de l'artiste et illustrateur Jiří Trnka, considéré comme l'un des fondateurs du cinéma d'animation tchèque.
Au micro de la station, il évoque son film Le songe d'une nuit d'été. Dans l'ensemble, j'ai réussi à faire ce que je souhaitais. L'accueil chez nous a été très bon, j'ai reçu énormément de lettres du public, ce qui ne m'était jamais arrivé avec mes films précédents. Et pour la plupart, ces lettres m'ont fait très plaisir. À l'étranger, en revanche, le succès a été assez mitigé au début, et pour la suite, nous verrons bien, car le film n'est encore qu'en cours d'envoi dans différents pays. En 1962, le duo de marionnettes Spejbl et Hurvinek fait également son apparition dans les émissions de Radio Prague. À cette occasion, l'épouse de leur créateur, Jiřina Skupova, revient sur les débuts de Josef Spejbl sur scène en 1920 et raconte dans quelles circonstances son fils, Hurvinek, vient le rejoindre. Spejbl war allein. Spejbl était seul. Or, il était évident qu'il avait besoin d'un partenaire pour les dialogues sur scène. Au début du mois de mai 1926, un membre du théâtre, le sculpteur sur bois Gustav Nosek, a remis un paquet à Josef Skupa. Lorsqu'il l'a ouvert, une tête d'enfant presque chauve, avec seulement une touffe de cheveux au-dessus du front, est apparue. Elle avait de grandes oreilles et des yeux que l'on pouvait faire bouger. Des gambettes courbées soutenaient un petit corps avec des sabots de bois aux pieds. Oui, c'était sans aucun doute le descendant de Spejbl. Hurvinek était né. Il vaut certainement également la peine de s'arrêter sur l'évolution de l'indicatif musical des émissions internationales au fil de leurs quelques 90 années d'existence. À ses débuts, la station de radio n'a même pas de véritable nom. Elle s'annonce comme la station émettrice à ondes courtes de Prague et son jingle reprend la symphonie du Nouveau Monde d'Antonín Dvořák. Le single actuel de Radio Prague International, modernisé en 2022, utilise lui aussi un motif de la symphonie du Nouveau Monde de Dvořák. This is Radio Prague International coming to you from the Czech capital. Pendant plusieurs décennies, du début des années 50 jusqu'en 1989, l'indicatif de Radio Prague s'appuie toutefois sur le chant communiste Kupředu leva, comprenez en français en avant à gauche. De manière inattendue, ce jingle finira par s'inviter jusque dans la culture populaire. J'avais une radio à ondes courtes et j'enregistrais les stations de propagande d'Europe de l'Est. Parmi elles figuraient également les émissions de Tchécoslovaquie. Se souvient Andy McCluskey, fondateur et chanteur du groupe britannique de musique électronique OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Music for your tape recorder. I hope you will enjoy it. Leur album, aujourd'hui légendaire, Diesel Ships, s'ouvre ainsi sur un authentique jingle de Radio Prague. L'un des morceaux fait également référence à une ancienne émission des programmes internationaux intitulée « Musique pour votre magnétophone ». This is Helena. This is Helena. Cette Helena que l'on entend sur l'enregistrement n'est ni plus ni moins que l'ancienne rédactrice des émissions en anglais de la radio tchécoslovaque, Helena Markusová. L'ancien jingle de Radio Prague continue de résonner aujourd'hui encore. Preuve de sa postérité, même les musiciens symphoniques de Liverpool l'ont interprété en direct aux côtés du groupe OMD.